Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir qu'à partir de ce que nous avons vu sur les phonons, on peut déduire les propriétés mécaniques et thermiques des matériaux. Alors l'énergie, nous l'avons vu, l'énergie du matériau est composée d'un terme U0 qui décrit l'état au repos du cristal, plus un terme lié au phonon. Et cela se traduit directement sur l'énergie libre, qui prend la forme F0 de V, qui dépend du volume, parce que l'énergie dépend essentiellement de la distance entre les atomes, et qui est égal à U0, plus un terme F pH pour les phonons, qui dépend de la température et du volume. À partir des formes que nous avions vues, on peut en déduire l'énergie libre des phonons, qui prend une forme en kT fois une intégrale, qui dépend de G oméga, c'est-à-dire la densité d'état en fonction de la fréquence des phonons. Et le détail de cette intégrale nous importe peu ici, on obtient une forme intégrale. Et à partir de cette forme-là, on peut en déduire les autres relations à partir de l'énergie libre. On peut en déduire toutes les quantités thermodynamiques, telles que l'énergie des phonons ou la chaleur spécifique, par exemple la capacité calorifique du matériau. Telles quelles, ces relations que l'on obtient ainsi par le calcul ne sont pas directement utilisables parce qu'ils dépendent de la fonction G en fonction de oméga qui n'est pas nécessairement triviale. Donc on a besoin d'un modèle plus précis et c'est ce que Debye a créé au début du siècle, le modèle de Debye. Alors, vous vous souvenez qu'on avait dit que la fréquence des phonons en fonction du nombre d'ondes, ce qu'on appelle la relation de dispersion, avait une forme un peu comme des ailes d'oiseau. Et le fait est que, dans une grande partie du régime, la relation est à peu près linéaire. Donc ce que fait Debye, c'est de dire, prenons cette forme linéaire. Donc on va poser que oméga égale une constante fois k, donc une simple relation linéaire, et on va considérer une fréquence de coupure, oméga d, d pour Debye, oméga d, de façon à ce que le nombre total d'états possibles soit égal à 3n, n le nombre d'atomes du cristal, 30n, pour que le nombre total d'états possibles soit le nombre correct. Donc on prend une fréquence de coupure et on a un simple V pour la relation de dispersion. À partir de là, on peut calculer, on vous fait grâce des calculs, on peut calculer la fonction G oméga, la densité d'état. On obtient une relation qui est typiquement comme ceci, jusqu'à une certaine fréquence de coupure, oméga d. Et donc pour la valeur de G. Et donc à partir de là, on peut faire tous les calculs précis que l'on veut. On a introduit une quantité, par facilité, appelée température de Debye, θd, qui est égale à h bar oméga d sur k, et qui a la dimension d'une température. Donc, on a ici un modèle très simple, décrit par un seul paramètre, la température de Debye, et chaque matériau se voit attribuer une température de Debye. À partir de ces relations, on en déduit toutes les quantités nécessaires, l'énergie libre, l'énergie interne, l'entropie, la chaleur spécifique. En particulier, en faisant le calcul, on trouve que la chaleur spécifique molaire est donnée par 3R
D de T sur θd. Et ça, c'est la appelée fonction de débit. R, la constante de gaz, parfait. Et alors, on calcule que cette fonction a grosso modo une forme comme ceci, donc entre 0 et 1. Entre 0 et 1, on a une forme comme ceci, qui croît légèrement et puis qui sature ici vers la valeur 1. On peut également calculer les valeurs limites, c'est-à-dire pour des petites valeurs de température, pour des températures extrêmement basses, on obtient que D de Y est alors égal à 4pi exposant 4 sur 5 fois Y au cube. Et on peut également calculer la valeur limite pour des températures très élevées, on obtient 1 moins 1 sur 20 Y carré. En particulier, pour des températures très grandes, on calcule ainsi que la chaleur spécifique dans ce modèle de Debye, est donnée par 12 pi exposant 4 divisé par 5 R T au cube divisé par θ D au cube. Et on constate ainsi que la chaleur spécifique est proportionnelle à la température au cube. Ça, c'est appelé loi de Dulong et Petit, qui l'ont déterminé expérimentalement. Donc, le modèle de Debye permet de retrouver la loi expérimentale. Elle est en bon accord avec l'expérience. D'une manière générale, on va comparer pour différentes substances la loi de Dulong et Petit à la valeur théorique, ce qui permet de calculer pour différentes substances la valeur de θd, la température de Debye. Alors, quelle est la validité du modèle de Debye? Alors, à très basse température, les modes sont peu excités, il y a peu d'agitation thermique, donc on est clairement dans le régime linéaire. Et donc on comprend qu'à très basse température, le modèle donne de bons résultats. De même qu'à température très élevée, on détermine que l'énergie a une forme U0 plus 3 mkT, indépendamment de G oméga, et qu'elle redonne, on peut calculer que ça redonne la loi de Dulong et Petit. Et donc, à très haute température, le modèle de Debye doit redonner bons résultats. C'est entre les deux que c'est un peu plus douteux. Alors, ce qu'on fait, c'est que on va prendre une substance, par exemple le cuivre, et on va, à différentes températures, entre 0 et 300 Kelvin, disons, on va mesurer sa chaleur spécifique et ainsi en déduire la température de Debye. Et ce qu'on obtient, c'est que pour de 300 à 350, on obtient une courbe comme ceci. Et on voit que la température de Debye est différente. Si le modèle était parfait, alors la température de Debye serait une constante. Elle n'est pas tout à fait constante, donc le modèle n'est pas parfait. Mais ce qu'on fait, c'est que on prend une température donnée, on détermine, grâce à la loi de Dulong et Petit, on détermine la température de Debye correspondante, et avec cette température, on va déterminer toutes les autres grandeurs, donc on va faire des prédictions sur les autres grandeurs physiques, et on constate que le modèle, au moins de cette manière, donne de bons résultats en accord avec l'expérience. On peut effectuer, par exemple, on peut calculer l'équation d'état, en déterminer la compression isotherme et la dilatation thermique,
et les résultats sont en très bon accord avec l'expérience. On peut aussi améliorer le modèle. Alors, une des premières améliorations, nous l'avons vu, dans la relation de dispersion, on a ces branches que nous avions appelées acoustiques, on a aussi des branches dites optiques. Et on peut tenir compte assez facilement de ces composants, de ces branches dites optiques dans les calculs, ce qui permet d'améliorer quelque peu le modèle théorique. Une autre amélioration est celle concernant les phonons. Alors, concernant les phonons, nous avons fait l'hypothèse dite harmonique, qui aboutit à des phonons qui sont sans aucune interaction entre eux. Donc chaque vibration, chaque phonon, donc chaque vibration quantifiée, se comporte indépendamment. Mais ce modèle n'explique pas certaines choses. Alors d'abord, elle n'explique pas le fait qu'on constate une croissance linéaire de la chaleur spécifique à haute température. Elle n'explique pas la conduction thermique, parce que selon le modèle des phonons harmoniques, la conduction thermique devrait être infinie. Elle ne l'est pas. De même que ce modèle linéaire n'explique pas l'équilibre thermique. Vu que les phonons n'interagissent pas entre eux, s'ils ne sont pas en équilibre thermique, comme ils n'interagissent pas entre eux, ils restent dans cet état de déséquilibre. Alors pour corriger ce problème-là, on améliore le modèle en tenant compte de termes qui vont au-delà du modèle harmonique, ce qu'on appelle des termes anharmoniques. On obtient ainsi des relations, des termes qui décrivent des phénomènes tels que un phonon de nombre non K' rencontre un autre phonon de nombre non K secondes et se transforme, on peut dire que les deux phonons s'annihilent pour former un nouveau phonon de nombre non K. Avec les relations de conservation, l'énergie doit être conservée, donc epsilon K égale epsilon K' plus epsilon K seconde. Et l'impulsion doit être conservée, donc K égale K' plus K seconde, plus grand K. Alors pourquoi? Parce que le réseau cristallin intervient, il peut fournir ou absorber une partie de la quantité de mouvement en bougeant, et l'analyse montre que K doit être un vecteur aligné avec le réseau réciproque. Alors, les calculs sont beaucoup plus complexes en tenant compte des termes non linéaires, anharmoniques. Ils font appel à la théorie des perturbations et à des techniques analogues à la théorie quantique des champs, que nous n'avons pas vu. C'est beaucoup plus compliqué, mais on obtient des résultats qui expliquent les différents phénomènes, tels que la conduction thermique finie ou l'apparition d'un équilibre thermique. Voilà, pour les grandes lignes de la manière dont on détermine les propriétés mécaniques et thermiques des matériaux à partir de ce modèle des phonons. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons une autre catégorie de propriétés. Nous commencerons à étudier les propriétés électroniques des matériaux. Je vous remercie.